France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes. Voici les titres. Journée d'action contre le projet Lyon-Turin à Chapareillan. 400 opposants se sont retrouvés pour marcher sur le tracé de la future ligne ferroviaire. Une liaison qu'ils jugent inutile et dangereuse pour l'environnement. Ce soir, nous ferons aussi un plongeon dans l'histoire, celle du premier édifice savoyard classé monument historique, l'abbaye d'Abondance. Un monument érigé au XIIe siècle à 930 mètres d'altitude, au confluent de la Drance et du Malève. Et puis bien sûr, comme chaque dimanche, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On vous écoute pour le programme. La page sport de ce soir, c'est un rendez-vous. Nous irons à la rencontre d'un champion du monde de force athlétique. Nous aurons le droit à notre passage par l'internet et la revue du web. Mais ce soir, tous en selle, car nous reviendrons également sur la victoire de Mr Froome sur le critérium du Dauphiné. Un critérium qui passait pour la première fois par les lacets de Montvernier. Un petit morceau de route, pas plus grand que ça, mais qui vaut le détour. Mais d'abord, ils ont marché sur le tracé de la future ligne Lyon-Turin. 400 opposants au projet ferroviaire se sont retrouvés aujourd'hui à Chapareillan, en Isère. Ils jugent cette liaison inutile et dangereuse pour la vallée du Grésivaudan. Céline Aubert-Aigré, Bertrand Tangue. Ce projet est inutile, il est fortement critiqué. Chapareillan au croisement de la vallée du Grésivaudan et de la Combe de Savoie. D'ici 2 ans, devrait débuter le creusement du tunnel sous la Chartreuse, à 1 km du centre-ville. En Isère, cette commune est l'une des plus proches du tracé du Lyon-Turin. Ça fait un moment que l'on cherche à interpeller la population et on voulait marquer les esprits en marquant le tracé le long de la plaine. Et dans la plaine, donc mettre des ballons pour visualiser, pour que les gens puissent visualiser le tracé et l'entrée du tunnel. Chaque année, les collectifs de Chapareillan et de Maurienne organisent une réunion d'information sur le Lyon-Turin. Et les opposants sont nombreux. Des paysans, des militants notables français, italiens, des élus. Mettre les camions sur les trains, ils ne sont pas contre l'idée. Mais pourquoi dépenser 30 milliards d'euros dans un projet dantesque alors que la ligne historique, celle d'Ambérieu, fonctionne à 20% de sa capacité ? Les Suisses le font, ils font 17 millions de tonnes de marchandises sur une voie existante qui passe à 1150 mètres d'altitude. Les Autrichiens le font à 1370 mètres d'altitude. Nous, on transporte aujourd'hui, on a 20 trains de marchandises qui passent, alors que Réseau Ferré de France annonce qu'il est possible d'en faire passer 130. Le Lyon-Turin, 140 km de voies ferrées pour le fret et pour les voyageurs. 2 tunnels creusés à travers les montagnes et les terres agricoles. Des millions de mètres cubes de gravats, des nuisances et des problèmes d'eau. Un chantier pharaonique qui pose question. C'est pas en tant qu'habitante du secteur, je suis venue parce que c'est pas loin de chez moi. J'aurais peut-être pas fait 500 km, mais il y en a qui ont fait 500 km pour venir ici parce qu'ils sont contre ce projet public. Peur que notre paysage soit dénaturé, peur de ce qu'on va laisser à nos enfants et peur de se faire un petit peu arnaquer pour l'intérêt de quelques personnes. Cette fois, le projet est bien lancé. François Hollande en a fait lui-même une priorité. Il y a toutefois un recours auprès du Conseil d'État déposé par 1300 particuliers. S'il était recevable, une nouvelle enquête publique pourrait débuter d'ici 2016. La colère gronde chez les maires de Haute-Savoie. En cause, le fonds de péréquation nationale censé permettre une plus grande équité dans le budget des communes françaises. À ce titre, pratiquement toutes les communes de ce département devront mettre la main à la poche. Si les maires ne contestent pas l'effort de solidarité, c'est le calcul qui leur semble injuste. Exemple à Chamonix, qui sera le plus gros contributeur du département. Si les choses restent en l'état, Chamonix devra verser 2 millions d'euros au titre de la solidarité nationale. Ajoutez à cela une baisse de la dotation de l'État, 1 million, et vous obtenez 3 millions de manque à gagner pour la commune, soit 10% de son budget annuel. Tout simplement insupportable pour le maire qui voudrait qu'on ne confonde pas signes extérieurs de richesse et recettes de la ville. La prospérité touristique d'une vallée, le fait qu'il y ait des résidents secondaires fortunés par exemple, ou quelques sociétés dont les actionnaires d'ailleurs ne sont pas forcément dans la vallée, ne doit pas être confondu avec la réalité d'un budget communal. Le budget communal, il est financé principalement par des impôts et taxes qui sont prélevés sur les habitants et je refuse de faire en sorte que ce prélèvement de l'État retombe sur la fiscalité et en pression sur mes habitants. Selon Éric Fournier, l'ensemble des Chamoniards ont un revenu moyen 10% plus faible que la moyenne du département. C'est pourtant eux qui seraient les plus impactés. Là se trouve sans doute le cœur du problème, la disparité entre communes de montagne et celles de plaine. Sur le principe, nous ne remettons pas en cause le fonds de péréquation.
Mais les modalités de calcul, manifestement, n'ont pas pris en compte la spécificité des zones de montagne. C'est-à-dire que là où une commune dépense 100 pour faire des routes ou un gymnase, nous, en montagne, il faut dépenser 130. La neige, les risques naturels, etc. etc. Et ceci n'a pas été pris en compte. Et aujourd'hui, on nous prélève sur une richesse qui est en fait une fausse richesse parce que nous avons besoin de cet argent pour assurer les dépenses de fonctionnement des communes de montagne. Demain soir se tiendra à Bonneville une réunion de l'ensemble des maires de Haute-Savoie en présence du préfet, où la tension risque bien d'être palpable. Et puis avant de passer au sport, quelques images de cette belle fête de l'amicale des Corses de l'Isère. C'était à Litec, Bois-Fleuri, à la Tronche cet après-midi. Polyphonie, chant traditionnel, toutes ces personnes originaires de l'île de Beauté ou qui lui sont tout simplement attachées se sont retrouvées pour un repas festif autour de spécialités bien sûr. Une façon pour cette amicale corse de clôturer la saison parce qu'on ne le sait pas forcément mais il se passe plein de choses en lien avec la Corse dans la région. Et pendant ce temps-là, Frédéric, le critérium du Dauphiné est arrivé à Modane. C'est fini, ça y est, pour cette année. Exactement, c'était l'arrivée après 7 jours de course. Et la dernière étape reliait Saint-Gervais en Haute-Savoie à Modane-Valfréjus. Et bien le gagnant, on va le connaître, c'est le Britannique Christopher Froome qui s'est imposé au terme des 156 km de cette dernière étape. Au passage, il remporte également le critérium au classement général. De son côté, Romain Bardet d'AG2R La Mondiale termine 6e de l'étape et 7e au classement général. Et puis aujourd'hui, c'était une première pour les lacets de Montvernier, une portion de route qui accueillait pour la première fois des coureurs pros, un ruban de bitume tellement étroit qu'il était carrément interdit à tous les spectateurs, tous ou presque. Reportage Jean-Christophe Solari et Maxime Kemener. Les lacets de Montvernier, 18 virages taillés dans la paroi mauriennaise. C'est la première fois que le Critérium emprunte cette route étroite qui mène au col de Chaussy. Répétition du passage du Tour de France le 23 juillet prochain. Alors forcément, cette première attire les amoureux de la petite reine. Avant d'applaudir les coureurs, certains se font un devoir d'ouvrir la route à vélo, 4 km d'ascension. Les 2 premiers kilomètres légèrement plus faciles, 8-9% au compteur. Et arrivé à 1,5 km du sommet, on approche à mon avis les 10-11%. Et quand on sort des lacets, c'est légèrement plus facile pour arriver dans le village. Ce passage inédit ravit les rouleurs aguerris, lacets d'un Tour de France ponctué de lignes droites et de montées larges en station. Avec les lacets de Montvernier, enfin, un retour aux sources. Dans le Tour d'Italie, les organisateurs font preuve de davantage d'originalité. Ils font passer souvent sur des routes non goudronnées, des choses un peu plus atypiques. Dans le Tour de France, on a un peu peur des parcours atypiques. Là, je suis content que pour une fois, une course comme le Dauphiné passe ici. Et le Tour de France après ? Et le Tour de France après, évidemment. Tout le monde est à son poste, prêt à profiter du spectacle, mais c'est sans compter sur la maréchaussée. Les motards font évacuer tous les spectateurs, personne ne doit rester sur l'itinéraire, la route est trop étroite. Nous on est d'ici, mais donc on voulait voir passer des coureurs pros ici dans les lacets, quoi, donc. Et au final, pas de spectacle, quoi. Vu que les spectateurs ne peuvent pas se mettre sur le bord de la route, je vois pas l'intérêt. Alors on se réfugie devant la chapelle, en surplomb. Le premier échappé, Tony Martin, s'annonce enfin. Derrière lui, un groupe de poursuivants et le peloton, quelques lacets plus bas. Image fascinante de coureurs à l'assaut de la montagne et quelques spectateurs qui, malgré tout, ont reconquis leur place au bord de la route. Ouais, on est pas mal là, ouais. Malgré l'interdiction, quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, il ne peut plus rien nous dire maintenant. On est passé par les champs pour essayer de venir trouver une petite place. Cette fois-ci, c'est passé, mais pour le Tour de France, ce ne sera pas la même histoire. Pour avoir sa place dans les lacets, mieux vaudra brûler un cierge à la chapelle. Et puisqu'on parle cyclisme, j'en profite pour vous rappeler que c'est bien jeudi que débutera le Tour des Pays de Savoie, une compétition qui est réservée aux jeunes amateurs ou aux pros de moins de 26 ans. Au programme, 5 étapes en 5 jours. Départ jeudi de la Banne de Silingy en Haute-Savoie et arrivée dimanche à Valménier en pleine Maurienne. Vélo toujours, mais côté nature, il y avait aussi du spectacle à l'Aclusa. Les amoureux de la petite reine, mais en mode grands espaces, effectivement, avaient rendez-vous tout le week-end à l'Aclusa, en Haute-Savoie, au menu du VTT, pour tous les goûts, et une monstre course organisée aujourd'hui. Il y avait du monde au départ, quelques 1500 coureurs, vous l'avez vu, qui ont profité d'un parcours de 51 km au cœur des Aravis. Chacun à son rythme,
Tranquille pour certains, plus soutenu pour d'autres, comme pour le gagnant du jour. C'est l'Allemand Sascha Weber qui a couvert la distance en 2h45 minutes 54 secondes. Un bel effort salué par une traversée des Papelitos. Et il a soif à l'arrivée, notre Allemand du jour, et c'est bien normal. On va maintenant parler d'un sport qu'on suit régulièrement parce qu'on a quelques pointures dans la région, c'est la force athlétique. Oui, et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'homme le plus fort du monde vit quelque part autour de Grenoble, vers Saint-Martin-d'Air. Sofiane Belkessir a 30 ans et il soulève 1 tonne à la force de ses bras. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours, juste avant son départ pour les championnats du monde de la discipline qui se déroulaient ce week-end à Salo, en Finlande. La force athlétique, c'est composé de 3 mouvements. Donc on a le squat. Second mouvement en compétition, c'est le développé couché. Voilà, on pose la barre sur la poitrine. L'arbitre nous dit de repartir, on repart et on pose la barre. Le mouvement qui clôture la compétition. Donc le principe, c'est de soulever la barre, être bien fixé. Et là, l'arbitre nous dit de taire. Donc on peut reposer la barre et le mouvement est validé. Une sonate en 3 temps pour un esthète de l'acier. 380, 260 et 360 kg, record dans chacun des mouvements. Sofiane Belkessir est le premier Français à soulever 1 tonne. Il y a 8 ans encore, moniteur de kayak, il ne pratiquait pas cette discipline. Repéré pour ses performances en salle de musculation, le jeune homme est devenu en quelques années le meilleur représentant français de force athlétique. Je trouvais que c'était quelqu'un déjà de costaud pour un débutant, entre guillemets. Et au fur et à mesure, j'ai suivi sa progression et à un moment donné où je le trouvais déjà très fort, il n'a cessé de progresser encore et encore. Le plaisir, c'est se dépasser chaque jour. Il faut trouver du courage, hein. C'est pas évident, c'est pas un sport facile. C'est se dépasser, c'est de faire toujours plus lourd, des charges plus importantes. Et c'est se faire plaisir sous les barres, réussir des compétitions, c'est aussi un plaisir. Partez ! 5 fois champion de France, Sofiane espère maintenant percer sur la scène internationale. Pour cela, il s'appuie sur l'expérience de l'entente sportive martiniéroise qui a formé quelques grands noms de la force athlétique comme Christian Buch, Kader Bali ou Romain Pico-Guerreau. Avec une recette qui a fait mouche puisque la moitié de l'équipe de France provient de ce petit club. La recette, c'est une assiduité à l'entraînement, une technique d'entraînement et un savoir-faire. Un savoir-faire depuis 40-50 ans, à peu près. Et Sofiane Belkessir est l'héritage du club en espérant que ça dure encore longtemps. Il faudrait que tu t'assoies. Tu sois un peu plus assis, avoir les jambes un peu plus écartées. Et peut-être, si tu rentres les genoux, avoir les pieds un petit peu ouverts. Mais vraiment quelques degrés, pas trop. Avec 17 heures d'entraînement par semaine, Sofiane aborde ce sport encore amateur avec beaucoup de professionnalisme. Et à 30 ans, le jeune homme qui doit faire face à la rude concurrence des athlètes des pays de l'Est espère bien soulever des montagnes pour décrocher son premier titre mondial. Et malgré la concurrence venue de l'Est, eh bien Sofiane a bien assuré hier puisqu'il a remporté la médaille d'or dans sa catégorie des moins de 105 kg. Chapeau! C'était une première, quelques images à présent du Red Bull Cocorico, un nouveau rallye. Une première très originale, effectivement, qui a débuté hier avec un départ motorisé depuis Uriage. Un événement automobile réservé aux 4L et autres 2 chevaux. Et ce sont exactement 82 équipages composés de 2 personnes qui se sont mis en ordre de marche sur la route Napoléon, direction le sud. 440 km ponctués d'épreuves de franchissement dans des champs de boue bien gras, ou encore des exercices de précision avec les yeux bandés pour le conducteur. Mais, je vous le rassure, un seul carburant dans les moteurs, de la bonne humeur. Fred, on reste dans l'insolite avec une revue du web qui va nous faire le tour du monde ce soir. Nous avons essayé pour vous et pour vous aussi de débusquer quelques petites merveilles sur l'Internet. Nous avons trouvé des bateaux à réaction, on peut appeler ça comme ça. Et nous allons voir également les tribulations aériennes d'une bande de highliners, un tantinet allumé. La traduction de tout ça en images. On attaque sans perdre de temps et à fond les ballons façon maman les petits bateaux, version sprint boat. Une activité nautique née en Nouvelle-Zélande avant de se répandre en Australie et d'atteindre les côtes américaines.
Le principe est simple, aller le plus vite possible d'un point A à un point B au volant d'un bateau. À bord, un pilote et un copilote qui agitent les mains pour indiquer le chemin. Et dans leur dos, sous le capot, un gros moteur survitaminé de 650 chevaux pour les plus petits et plus de 1000 pour les plus gros. C'est l'histoire d'une bande de filles et d'une bande de garçons qui ont une passion commune, le longboard. Ça commence chacun de son côté, mais ils finissent par se retrouver pour nous offrir une session de skate tout en douceur, sans fureur ni frayeur. Allez savoir pourquoi, mais il se dégage une ambiance très particulière de cette vidéo. Peut-être parce qu'elle a été tournée en Espagne, à Madrid, et que tout ce petit monde shred à la cool sans se prendre la tête. Une vidéo pour tous les accros au skate tapas. Et maintenant, place à du costaud, du fat hors format, un mur d'eau qui fait froid dans le dos. Bienvenue dans le terrifique océan Indien, au large de l'Australie. C'est là que naît The Right, une vague à la méchante réputation, une croqueuse d'hommes aussi énorme qu'imprévisible. Une droite façon uppercut qui vous prend et vous retourne comme une crêpe ou qui vous éjecte dans un souffle quand elle en a fini avec ceux qui l'ont affrontée. Impressionnante ou effrayante, The Right bouscule tout sur son passage. Personne n'y échappe, même les scooters des mers se retrouvent tête à l'envers. Allez mon gars. Allez. Et on se quitte avec du highline à la sauce là-haut. Tout là-haut, dans le ciel et entre deux montgolfières. Perché à très haute altitude, notre groupuscule d'agités atmosphériques tente un truc de fou en voulant rallier les deux nacelles séparées d'un peu moins de 20 mètres. C'est pas facile, voire impossible. Même le mari de Mary Poppins passe à la trappe. Mais c'est pas très grave, parce qu'au final, en cas de faux pas, eh ben, ça permet de s'offrir un peu de chute libre. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. On se quitte avec l'affiche, et l'affiche de la semaine prochaine, c'est du foot US avec la finale du casque de diamant. C'est le plus haut niveau du foot américain, ici en France. Notre équipe des Black Panthers de Thonon ira affronter les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, une escouade basée en région parisienne. Le match aura lieu samedi 20 à 20h au stade Charletti à Paris. À noter quand même que les Black Panthers défendront leur titre. C'est eux qui sont champions de France pour l'instant. C'est noté. Merci Fred et à la semaine prochaine. Allez, pour finir, on va s'offrir un petit voyage dans l'histoire, celle du premier édifice savoyard classé au titre des monuments historiques. Il s'agit de l'abbaye d'Abondance, érigée au XIIe siècle. Elle est nichée à 930 mètres d'altitude au confluent de la Drance et du Malève. Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet nous y emmènent. Lorsque l'on pénètre dans l'église abbatiale Notre-Dame de l'Assomption, il faut remonter le temps pour comprendre l'esprit. Fondée en 1139 à l'emplacement d'un ancien prieuré du XIe siècle, elle fut d'abord occupée par des chanoines de Saint-Augustin qui, très vite, firent de ce lieu l'un des plus importants foyers spirituels des Alpes. Mais au XVe, tout bascule lorsque les seigneurs nomment des abbés laïcs. L'abbaye perd son âme et l'Église se doit de réagir. Au XVIIe siècle, donc les chanoines ont été remplacés par des moines cisterciens feuillants, donc une congrégation réformée, pour essayer de relancer justement la vie monastique à Abondance, puisqu'une certaine, on pourrait dire, décadence s'était installée ici. Seule trace encore visible de cette parenthèse décadente, ces angelots qui s'embrassent amoureusement. Mais très vite, le lieu retrouve sa spiritualité et acquiert au fil des siècles une splendeur particulièrement originale avec l'apparition de magnifiques décors en trompe-l'œil. On peut imaginer qu'il y a une question de coût, effectivement, et puis une question de poids. Donc s'il avait fallu monter de telles sculptures au niveau de l'architecture, l'ensemble n'aurait peut-être pas pu supporter ce poids. Autre richesse, la statue de Notre-Dame d'Abondance à l'histoire pour le moins mouvementée. Volée en 1980, elle est finalement retrouvée en Belgique et reprend sa place originelle fin 2009. Une absence de près de 30 ans, un véritable traumatisme pour les paroissiens.
Un traumatisme pour la population locale et pour le prêtre de l'époque, puisque Notre-Dame d'Abondance est un symbole. L'église est dédiée ici à Notre-Dame et elle était emmenée en procession dans le village autrefois, notamment pour les fêtes du 15 août. Le cloître de l'abbaye offre aux visiteurs des peintures murales qui comptent parmi les manifestations les plus remarquables de l'art religieux médiéval en Savoie. L'ensemble représente le cycle de vie de la Vierge. L'une d'elles est très particulière. On s'arrête très souvent sur la peinture de la fuite en Égypte, puisqu'on a une fuite en Égypte qui démarre, on va dire, du Léman, avec une des premières représentations peintes de la région lémanique. C'est une façon de s'approprier un petit peu les choses. Ainsi, ceux qui voyaient cette peinture avaient un petit peu l'impression que Jésus était né ici et pour eux. Et donc c'était aussi une façon de mettre en valeur cette région, puisqu'à cette époque, le duc de Savoie résidait à Thonon. Enfin, l'ancien monastère abrite aujourd'hui de collections remarquables, mentionnées dès la fin du XIXe et qui témoignent de l'importance de la vie religieuse au fil des siècles en Vallée d'Abondance. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information. 400 personnes ont manifesté aujourd'hui à Chapareillan, en Isère. Beaucoup de monde pour dire non au projet du Lyon-Turin. Il y a d'abord eu une conférence au cours de laquelle des habitants de la vallée du Grésivaudan ont évoqué leurs interrogations avec les opposants au projet. Puis une marche pour découvrir le tracé de la future ligne ferroviaire à travers les vignes et les terres agricoles. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Pauline Allo, puis Yann Gonon à 19h. Très belle soirée et à bientôt.